En tant que conseiller en investissement et créateur de contenu, j'entends tous les jours des conseils catastrophiques qui sont partagés sur les réseaux sociaux et notamment le plus sérieux d'entre eux, TikTok. Et vous souriez peut-être derrière votre écran. Qui va sur TikTok pour se former ? Eh bien, une étude a montré que 51% des moins de 35 ans préfèrent utiliser TikTok plutôt que Google pour faire une recherche. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble des TikTok sur l'investissement et les finances personnelles et on verra ensemble les bons conseils, mais aussi et surtout ceux que vous devez absolument éviter. C'est parti. Aujourd'hui, quand tu fais un crédit immobilier à 4%, toi t'entends 4%. Donc tu te dis, c'est petit. Ta maison, tu la payes une fois et demie. Ah, c'est intéressant ça. Ta maison. Alors ça, pareil, c'est fondamental de comprendre l'importance, la puissance, mais aussi le coût des intérêts composés. On en parle très souvent, les intérêts composés. Vous savez que si vous investissez quelques centaines d'euros chaque mois pendant 10, 20, 30 ans, ça donne des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, parce que les intérêts générés par vos placements qui auront été réinvestis vont à leur tour générer des intérêts. Ça fait un effet boule de neige, et c'est comme ça qu'on peut construire un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, simplement avec une épargne de quelques centaines d'euros chaque mois. Mais malheureusement, ce que les particuliers oublient souvent, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Ça marche avec les taux d'intérêt que vous payez quand vous faites des prêts, et notamment par exemple un prêt immobilier qui s'étale souvent sur 15, 20, 25 ans. Et on néglige fondamentalement ce coût des frais sur le long terme. Et donc ici, effectivement, 4%, c'est souvent une bonne règle. Quand on est sur 20-25 ans, 4% sur 25 ans, c'est finalement 50% du capital initial que vous aurez payé en frais. Ça veut dire que si vous empruntez 200 000 euros, au bout de 25 ans, vous aurez payé 100 000 euros d'intérêt. Donc c'est colossal, et ici finalement votre maison qui ne devait vous coûter que 200 000 euros et 4% finit par vous coûter plus de 300 000 euros. Donc il faut l'avoir en tête, cet impact des frais, il n'est absolument pas à négliger. Donc là-dessus, très bon point de mon ami ici, Mathias Bacchino. Il doit y avoir 40% de ce que j'ai en bourse. Je pense que doit y avoir 40% en immobilier. Liquidité, clairement, j'en ai pas. Liquidité, ça doit être 5%. Tu vois, de l'argent que j'ai sur mes comptes. Sur mes comptes perso, j'ai pas beaucoup de thunes. Parce que ça sert à rien, et ça sert à rien d'avoir de l'argent sur des comptes bancaires qui servent à rien. Donc de l'argent comme ça, de pas placer, j'en ai pas beaucoup. Je dois avoir 5% en montres, et là on doit être rendu à 85% ou 90%, et les 10 derniers on va parler des engins en général. Voiture, tank, moto, avion, toutes ces conneries là, je pense qu'on doit être autour de 10%. Voilà. Ok, déjà parler de son patrimoine et expliquer un petit peu la diversification de son patrimoine, c'est une très bonne chose. Ça peut donner des idées à certains, et surtout qu'ici la répartition, elle est plutôt sensée, elle est plutôt saine. Majorité du patrimoine sur les deux piliers que sont les marchés financiers et l'immobilier, et on va toujours privilégier ces deux piliers du patrimoine avant de s'intéresser à d'autres classes d'actifs qui vont venir apporter de la diversification, peut-être plus de rendement au prix d'un risque plus élevé, mais la priorité c'est de développer le patrimoine financier avec les actions et le patrimoine immobilier, que ce soit de l'immobilier en direct, mais aussi pourquoi pas de l'immobilier à travers des SCPI. Derrière, ici, il vient compléter son patrimoine avec des classes d'actifs plutôt exotiques, les montres, et il parle de voitures. Généralement, les classes d'actifs plus exotiques, ça doit représenter en général maximum 10% du patrimoine. Donc ici, il est peut-être à 15%, donc c'est complètement ok. Pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément aux montres, venir chercher de la diversification avec des produits plus classiques comme du private equity, du crowdfunding immobilier, pourquoi pas des crypto-monnaies, c'est parfaitement sensé. Encore une fois, l'objectif de ces classes d'actifs diversifiantes, c'est certes d'apporter de la diversification, mais aussi, pourquoi pas, de représenter des investissements plus plaisir. Si jamais vous êtes fan d'art, de Lego, peu importe le produit, à partir du moment où ça devient un investissement plaisir, ça devient un investissement relativement pertinent. Parce qu'on va pas le faire dans une logique uniquement financière, mais aussi dans une logique émotionnelle. Et il faut jamais l'oublier, l'objectif des investissements, c'est de réaliser des projets de vie, et c'est aussi de se faire plaisir. Donc oui, avoir une approche financière, rendement, diversifiante, elle est pertinente, mais aussi avoir une petite touche de diversification qui vient apporter, on va dire, du plaisir, c'est également pertinent, et là-dessus, je peux que vous encourager à conserver une petite partie de votre patrimoine pour les investissements plaisir. Pour tous ceux qui cherchent des actions en bourse qui versent des dividendes, j'ai une valeur à vous proposer. C'est une valeur hollandaise, peu connue du grand public, mais qui verse un dividende de 7%. Cette valeur, c'est Van de Velde. C'est un fabricant de lingerie féminine avec principalement deux marques, Marie-Jo et Primadonna. La particularité de cette action, c'est qu'elle a peu bougé en 15 ans
en raison d'une faible croissance de son activité. Cependant, l'activité de cette entreprise reste très rentable et le groupe a un bilan très sain avec près de 60 millions d'euros en trésorerie. C'est une entreprise familiale gérée dans une optique de long terme avec un gros focus sur le dividende, car la majorité de ses flux de trésorerie disponibles sont en réalité distribués en dividendes. De ce fait, pour les investisseurs qui recherchent des valeurs de rendement, c'est une valeur à étudier. Ok, c'est vrai que un portefeuille constitué d'entreprises, d'actions qui distribuent majoritairement des dividendes, c'est un portefeuille qui va générer du rendement, mais le point fondamental, et ici je connais pas particulièrement cette action, et donc j'ai pas d'avis particulier sur cette entreprise-là. Néanmoins, le piège dans lequel tombent énormément d'investisseurs particuliers vis-à-vis des actions à dividendes, c'est que pour beaucoup, un taux de distribution, un rendement de 7%, c'est égal à une performance de 7%. Ce qui est complètement faux. Parce qu'il faut avoir en tête que ce qui compte à la fin de l'année, c'est la performance de votre investissement, c'est la performance de votre action, et la performance, elle est définie par deux choses. Elle est définie d'une part par le rendement de cette action, donc si un dividende est distribué, quel est le montant de ce dividende, mais aussi et surtout par la variation du cours de l'action. Et donc si jamais vous avez une action qui a distribué un dividende de 5%, mais qu'au cours de l'année, le cours de l'action a chuté de 5%, in fine, vous n'avez généré absolument aucune valeur. La performance de l'action aura été nulle. Plus 5% avec le dividende, moins 5% avec la variation du cours de l'action. Donc il faut vraiment avoir en tête que la variation du cours de l'action n'est pas à négliger et ça ne vient pas, on va dire, ça ne doit pas être oublié quand on regarde le taux de distribution ou le rendement d'une action. Et encore plus quand on sait que, et ça c'est peut-être le point fondamental qui fait que je me bats assez fréquemment contre les apôtres de la stratégie à dividendes, c'est-à-dire les personnes qui recommandent d'avoir des portefeuilles avec uniquement des actions qui distribuent des gros dividendes, pensant que derrière ça va leur permettre de générer, typiquement si j'ai un portefeuille avec un rendement du dividende moyen de 5%, j'ai une performance chaque année garantie de 5%, c'est faux. D'une part à cause de la variation du cours de l'action dont on a parlé à l'instant, mais aussi et surtout parce que quand une action distribue un dividende, le cours de cette action est diminué du montant du dividende versé. Et ça, encore une fois, c'est fondamentalement négligé, voire même méconnu par les investisseurs particuliers. Il y a énormément d'exemples. Ici, je peux vous mettre par exemple à l'écran l'action Lagardère, un exemple. Lorsque le dividende est versé, le cours de l'action est diminué du montant du dividende. C'est la preuve qu'une distribution de dividendes ne génère absolument pas de valeur pour l'investisseur particulier. C'est exactement comme si vous alliez au distributeur en bas de chez vous et que vous retiriez 100 €. Vous n'avez pas gagné 100 €, vous n'avez fait que convertir une partie de votre argent qui était, on va dire, sous forme numérique sur votre compte en banque, en liquidité, en cash. C'est exactement pareil avec la distribution d'un dividende. Lorsque une action verse un dividende, son cours est diminué du même montant. Et donc, in fine, vous n'avez pas gagné particulièrement d'argent. Alors oui, évidemment, des personnes vont vous dire « Oui, mais si l'action a distribué le dividende et qu'ensuite le cours remonte », bien sûr, mais si elle n'avait pas distribué ce dividende, le cours aurait encore plus augmenté grâce aux intérêts. Donc là-dessus, c'est pas une approche saine. Il faut avoir en tête que la distribution d'un dividende, ça n'est pertinent que si vous êtes dans une logique de profiter de ce rendement. Si votre objectif est de capitaliser sur le long terme, les stratégies à dividendes sont complètement sous-efficientes. À partir du moment où vous cherchez à faire fructifier, à bénéficier au maximum des intérêts composés, vous ne voulez pas que votre action distribue un dividende. Ou bien si elle en distribue, il faut qu'elle soit réinvestie le plus tôt possible. C'est pourquoi quand vous investissez à travers par exemple des ETF, privilégiez les ETF capitalisants qui vont automatiquement réinvestir les dividendes versés par les actions contenues dans l'ETF. Donc ça va vous faire gagner du temps et surtout vous allez éviter la friction des frais de transaction, de devoir réinvestir ce dividende, mais aussi de la fiscalité, si jamais vous investissez à travers un compte titre ordinaire. C'est pourquoi, si vous avez un compte titre ordinaire, c'est fondamental d'acheter un des ETF capitalisants pour éviter de devoir passer par la case impôt, c'est-à-dire la flat tax, à chaque fois que vous percevez des dividendes, à chaque fois que les actions de votre portefeuille distribuent des dividendes. A l'inverse, si vous êtes sur un PEA, je vous rappelle que c'est une enveloppe capitalisante, et donc les dividendes versés vont aller sur la poche espèce de votre PEA, mais sachant que c'est une enveloppe capitalisante, vous n'allez pas payer d'imposition dessus, à moins que vous sortiez les dividendes du PEA. En synthèse, les dividendes ne génèrent pas de valeur pour l'investisseur, ils ne sont qu'une façon de sécuriser une partie de la valeur de l'action sous forme de liquidité.
Et donc si vous êtes dans une logique de capitalisation, vous voulez faire fructifier, faire grossir votre patrimoine le plus rapidement possible, privilégiez les ETF capitalisants, surtout si vous investissez dans un compte titre ordinaire. Voici un des meilleurs investissements en bourse que tu peux faire dès maintenant et qui a historiquement prouvé sa performance. Ce sont les ETF. Les ETF, c'est comme un panier d'actions dans lequel tu vas investir. Au lieu d'acheter individuellement différentes actions comme Tesla, Apple, Amazon, etc., ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir dans un fonds qui, lui, est composé de toutes ces entreprises. De cette manière-là, ton investissement va être hyper diversifié et donc tu vas pouvoir limiter le risque. En plus de ça, ils ont des frais qui sont vraiment très bas étant donné que la gestion est passive, c'est-à-dire qu'elle est automatisée et pas faite par des personnes qu'il faut payer. Alors je sais, ça peut être un peu effrayant parfois ce truc de gestion passive, mais t'inquiète pas, c'est extrêmement bien ficelé et ça fonctionne très bien, tellement que les ETF ont surperformé 95% des fonds qui sont gérés de manière active. Donc qu'est-ce que t'attends ? Alors, effectivement, je prêche énormément l'utilisation des ETF pour investir en bourse parce que c'est la façon la plus simple, la plus diversifiée, la moins chargée en frais pour s'exposer au marché financier. Donc là-dessus, je la rejoins. Attention, il y a eu quelques imprécisions de dire que c'est fait automatiquement. Ça veut rien dire dans le sens où il y a tout de même des gestionnaires derrière qui s'occupent du suivi de l'ETF. Pour rappel, l'ETF doit suivre un indice boursier et lorsque l'indice évolue, c'est des humains, ce sont des personnes qui font les modifications pour mettre à jour la composition de l'ETF et ça c'est fait plus ou moins fréquemment selon les mises à jour de l'indice, mais donc c'est juste parce que cette transaction, en tout cas cette mise à jour de la composition de l'ETF est relativement rare que le travail derrière est relativement faible et donc que les frais de gestion le sont aussi. Les ETF, ce que je dis souvent, c'est que certes ce sont des produits très peu chargés en frais et là c'est important de comprendre la différence. La moyenne des frais de gestion des ETF sont inférieurs à 0,5% par an. À titre de comparaison, les produits de gestion active, c'est-à-dire les produits que vont vous proposer votre banquier si demain vous lui demandez d'ouvrir un contrat d'assurance vie, que vous ne voulez pas uniquement du fonds euro, d'accord, parce que vous cherchez un petit peu de dynamisme, eh bien il va vous mettre des produits de gestion active qui ont des frais de gestion de l'ordre de 2,5% en moyenne. C'est-à-dire que, indépendamment des variations des marchés financiers, indépendamment de la performance de la bourse, un ETF en comparaison avec un produit de gestion active va avoir 2% de performance en plus. Et on le sait à quel point 2% ça peut être significatif. Ici je vais vous montrer à l'écran la différence entre un investissement de 300 € par mois pendant 30 ans à 6% et un investissement à 8%. Et on va voir à quel point la différence se compte en dizaines voire en centaines de milliers d'euros selon votre situation. Ne jamais négliger les frais. C'est pourquoi les ETF sont un excellent produit pour investir en bourse de manière diversifiée, simple et passive. Une des questions qu'on m'a le plus posées ces derniers mois, c'est combien de temps il me faut pour doubler mon capital ? On va donner deux exemples. Si tu lui essayes de le faire avec un livret A qui te rapporte 3% par an, il te faudra 24 ans. Si tu utilises un compte d'investissement avec une performance de 8% par an, c'est la performance moyenne de la bourse américaine depuis 20 ans, il te faudra 9 ans. 24 ans, 9 ans. Vouloir doubler son capital, c'est pas un objectif. Et ça, je pense que je veux le rappeler à chaque fois quand on se demande si un investissement est pertinent ou non par rapport à sa situation, ça se définit forcément par rapport à ses objectifs. Si votre objectif, il est dans 3 ans ou dans 5 ans d'acheter votre résidence principale, ou si votre objectif est dans 30 ans et essaie de préparer votre retraite et de générer un certain montant de revenus passifs, la bonne stratégie ne sera pas du tout la même. Et donc ici, vouloir doubler son capital, c'est très bien. Et effectivement, ça, c'est la règle des 72. On va diviser 72 par le montant, en tout cas le rendement de votre investissement. Ça va vous donner le nombre d'années nécessaires pour doubler votre capital. C'est une approximation mathématique, c'est un petit tips qu'on a en tête, mais ça vous permet d'avoir une certaine idée. Avec, encore une fois, le fondamental qui est de le faire sur du long terme quand on investit en bourse. Je vous rappelle, la volatilité des marchés financiers fait que on ne veut pas investir une grosse somme d'un coup, c'est ce qu'on appelle le lump sum. Il est plutôt conseillé de faire du DCA, du dollar cost averaging. Et donc, en réalité, quand on fait du DCA, même si la performance moyenne des marchés financiers elle est de 8% par an, en faisant ce DCA, il y a chaque mois une petite partie de votre capital qui
vient d'être rajouté, donc qui n'a pas profité de la performance de ces derniers mois, de ces dernières années, en tout cas depuis quand vous avez commencé à investir, et donc votre rendement sera un petit peu plus faible, peut-être de 7, 6, voire même 5% selon la fréquence à laquelle vous investissez, et surtout depuis combien de temps vous investissez. Donc il faut avoir en tête ce petit côté délicat du DCA, mais ici, encore une fois, un petit tip de la part de Mathias Bacchino. Ayez en tête cette importance, ce temps, l'impact du levier de la performance. On voit ici le levier de la performance, un livret A à 3% contre un investissement boursier diversifié à 8%. C'est des années, ce sont des dizaines d'années que vous économisez en investissement pour développer votre patrimoine. Vous avez 3 leviers, levier du temps, levier de l'apport et le levier de la performance. Le levier du temps, c'est combien de temps vous allez investir. Le levier de l'apport, c'est combien vous allez investir. Le levier de la performance, c'est à quel rendement vous allez faire travailler cet argent. Et donc ici, les 2 premiers leviers, le levier du temps, vous n'avez pas forcément beaucoup d'impact dessus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de commencer à investir le plus tôt possible. On le dit souvent, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Le deuxième levier, le levier de l'apport, c'est celui sur lequel vous avez le plus de manœuvre, dans le sens où avec une bonne gestion de vos finances personnelles, avec un suivi de vos dépenses, si vous mettez en place un budget, vous pouvez toujours améliorer votre capacité d'épargne de 50, 100, 200, 300 euros par mois. Et je parle d'expérience avec les centaines de coachings en finance perso que j'ai réalisé. Quand on met en place un suivi des dépenses, on peut facilement identifier les dépenses superflues, inutiles, qui ne vous font pas particulièrement plaisir et qu'en fin de mois, vous regrettez finalement. Et donc, quand vous mettez en place ce suivi, vous allez plus facilement, plus naturellement avoir en tête, identifier ces dépenses superflues. Vous allez pouvoir les éliminer et ça va vous permettre mécaniquement d'améliorer votre capacité d'épargne sans impacter votre niveau de vie. Et ça, c'est important de le dire. On ne cherche pas à se priver, à réduire ses dépenses pour réduire ses dépenses. On cherche à utiliser son argent intelligemment. Et ça, c'est donc le levier de l'apport que vous pouvez activer. Et enfin, le dernier levier, c'est le levier de la performance. Ici, Mathias en parlait, 3% contre 8%. On voit à quel point ce sont des années, des dizaines d'années que vous pouvez économiser. Ou bien ce sont des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros en plus que vous allez pouvoir générer. Avec un point d'attention tout de même, quand on parle du levier de la performance, s'il y a bien en investissement un couple qui ne divorce jamais, c'est le couple rendement-risque. Donc si vous voulez faire travailler votre investissement à un rendement plus important, vous allez devoir prendre plus de risques. Et le risque qui se concrétise d'énormément de façons différentes, risque de perte en capital, risque de volatilité, risque de liquidité. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans la définition de votre stratégie. Mais donc pour maîtriser au mieux ces risques, la meilleure façon reste évidemment de vous former. Et pour ça, vous avez par ailleurs accès à ma formation offerte en description. Quelles sont les bases pour commencer en trading? Voici 3 choses que tu dois savoir avant de te lancer. Premièrement, la manipulation du marché. Tu dois comprendre que le marché est dirigé par les plus grosses institutions financières comme BlackRock, Goldman Sachs ou encore HSBC. Ils ont de nombreuses stratégies leur permettant de manipuler le marché à la hausse ou à la baisse. Deuxièmement, l'apprentissage. Tu vas devoir apprendre beaucoup sur le fonctionnement des marchés, comment les analyser et être au courant de l'actualité mondiale qui impacte les marchés. C'est essentiel pour savoir où investir ton argent. Troisièmement, la psychologie et la gestion du risque. Un trader doit continuer à suivre sa stratégie initiale, même s'il perd de gros montants sur un trade. Il ne doit pas se laisser emporter par ses émotions. La gestion du risque permet au trader d'être rentable sur le long terme et lui évite d'investir tout son argent dans un seul trade. Alors les sujets de trading, je les aborde avec des pincettes parce que beaucoup de personnes malheureusement voient le trading comme une porte de sortie à une activité professionnelle qui peut-être n'est pas assez rémunératrice ou ne les épanouit pas suffisamment, et donc ils se disent que avec la possibilité de générer des revenus importants sur du court terme, c'est peut-être la martingale, c'est peut-être la solution à leurs problèmes financiers. Il faut vraiment avoir en tête, chaque année l'autorité des marchés financiers réalise une étude sur la performance, les résultats des particuliers qui font du trading en bourse, et malheureusement chaque année les résultats sont unanimes. 89%, près de 90% des particuliers qui font du trading perdent de l'argent en bourse. Donc c'est une discipline à part entière, c'est un métier être trader, ça ne s'improvise pas, ça demande des compétences, ça demande du temps, ça demande de prendre des risques, ça demande un certain capital de départ, et donc tous ces éléments font que c'est absolument pas adapté à beaucoup de particuliers. Donc une fois qu'on a dit ça, par rapport à ce qu'il a expliqué sur les manipulations de marché des grandes entreprises, il est vrai, il est clair qu'aujourd'hui la majorité des transactions qui sont réalisées sur les marchés financiers sont faites déjà par des algorithmes, c'est pas des humains, c'est pas des particuliers comme vous et moi. On représente une part infime en réalité des transactions réalisées sur les marchés financiers chaque jour, notamment parce que ces transactions sont faites par des algorithmes de façon extrêmement court terme, très rapide, pour réaliser des très petits profits sur des très petites, sur des sommes très importantes. C'est en pourcentage toujours que c'est étudié ces sujets-là. Et donc
Est-ce que les grandes banques manipulent le marché? Oui et non. J'aime pas trop cette approche peut-être complotiste des marchés financiers de dire que tout est contrôlé par BlackRock ou Goldman Sachs. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu que la majorité des flux financiers passent par eux, et ou en tout cas sont dirigés par ces institutions, oui, en quelque sorte, ils influencent le marché. Maintenant, non, je suis contre cette approche, on va dire complotiste, et de dire qu'ils manipulent le marché et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Si c'était le cas, aujourd'hui, personne d'autre ne pourrait gagner d'argent en bourse, et de toute façon, leur objectif, eux derrière, c'est certes d'obtenir une certaine performance, mais aussi et surtout d'avoir une approche relativement sécurisée pour leurs investisseurs. Il faut avoir en tête que des grandes institutions comme BlackRock ou Goldman Sachs, leur objectif c'est pas de faire plus 500% en une journée, mais de risquer de faire moins 80% le lendemain. Ça, ils ne peuvent pas se le permettre, et donc ils ont une certaine maîtrise du risque et a fortiori une certaine limite dans les performances qu'ils peuvent générer chaque jour dans ces trades. Et par rapport à son deuxième point, c'est vrai qu'il va falloir suivre, quand on est trader, énormément l'actualité économique, politique, géopolitique, sociale. Tous ces éléments sont à prendre en compte parce que ça va venir faire varier, bouger les cours des actions qu'ils peuvent être en train d'étudier. C'est pourquoi ce travail de suivi, de veille constante que doivent faire les traders rendent l'activité de trading extrêmement chronophage, extrêmement technique. Il faut savoir trouver les bonnes sources et aussi derrière, il faut savoir les analyser pour prendre les bonnes décisions d'investissement. C'est pas le tout de lire des journaux et de lire l'actualité économique et financière. Si derrière on interprète mal, on lit mal le sujet, on va prendre de mauvaises décisions d'investissement. Donc c'est pourquoi, encore une fois, le trading peut être extrêmement extrêmement chronophage et aussi extrêmement risqué et demande une forte compétence d'analyse technique, mais aussi compétence de compréhension du monde économique, géopolitique dans lequel on se trouve actuellement. Par rapport à son dernier point sur la psychologie, c'est vrai que c'est l'ennemi numéro 1 de l'investisseur. Et aujourd'hui, la majorité des particuliers qui vont échouer dans leurs investissements, c'est en grande partie dû à la psychologie, à des biais comportementaux, biais de familiarité, d'investir que dans des entreprises qu'ils pensent connaître, alors que c'est pas du tout les meilleurs, le biais de récence, penser que ce qui s'est passé récemment en termes de performance va continuer à se produire à l'avenir. Donc tous ces biais comportementaux viennent biaiser, encore une fois, les décisions de l'investisseur qui devrait se comporter plus comme un robot, malheureusement, que comme un individu doté d'émotions. Et donc là-dessus, c'est vrai que mettre de côté ses émotions, c'est probablement, et en tout cas maîtriser ses émotions, c'est probablement une des caractéristiques principales d'un bon investisseur et a fortiori d'un bon trader. Honnêtement, sur TikTok, on peut trouver de très bons conseils comme de très mauvais. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté un certain regard critique sur la qualité des contenus qu'on peut trouver sur cette plateforme. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.